Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez Mapato. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato. On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Pour cet épisode dédié à l'endométriose, c'est Florence derrière le micro. J'interviewe aujourd'hui Camille Tallet, sage-femme et ostéopathe. On aborde ensemble le rôle des sages-femmes dans la prise en charge de l'endométriose, comment elles peuvent le diagnostiquer, assurer le suivi de ces patientes et nous faisons un point sur l'endométriose et la maternité. Très belle écoute à toutes et à tous. Bonjour Camille, bienvenue sur le podcast Chronique de Mapato. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, bonjour à toi aussi. Donc on va commencer aujourd'hui par parler de l'endométriose. Ce que je te propose, c'est déjà de te présenter pour nous raconter un petit peu ton parcours de formation et ton parcours professionnel. Très bien, donc moi j'ai commencé par faire des études de sage-femme, puis j'ai enchaîné par des études d'ostéopathie, et puis donc je travaille depuis 10 ans en cabinet libéral, et depuis 2 ans je suis titulaire d'un diplôme universitaire en endométriose, et j'ai la chance de travailler avec un hôpital de Lyon, où il y a un centre de référence d'endométriose. Et puis pour finir, je suis la présidente d'une association qui s'appelle Périnée Bien-Aimée et qui a pour but de faire connaître les douleurs gynécologiques au grand public et aux professionnels de santé. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous faire déjà un petit point un peu sur cette pathologie qu'est l'endométriose et nous expliquer un petit peu pourquoi tu as eu envie de t'intéresser particulièrement à cette pathologie? Alors, l'endométriose, on pourrait presque dire que c'est une pathologie à la mode. Alors, pourquoi c'est à la mode? Parce que on commence à en parler, parce que des associations sont très dynamiques sur ce sujet, parce que des personnalités sont les marraines ou les parrains de ces associations. Donc, depuis que le grand public s'est emparé toute cette pathologie, eh ben, ça y est, on reconnaît enfin la douleur pendant les règles majoritairement des femmes. Donc moi, ça fait un petit moment que j'évolue dans ce milieu par, la prise en charge, ostéo-gynéco. Mais il a été ouvert il y a 2 ans donc ce diplôme universitaire qui vraiment nous a permis de nous rassembler entre les médecins, les sages-femmes et de pouvoir se dire: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui, il y a 10 des femmes, on le sait, qui ont de l'endométriose». Et c'est un chiffre qui est peut-être sous-estimé parce que, à combien de femmes on dit que, avoir des douleurs de règles, c'est normal? Donc aujourd'hui, on estime, voilà, qu'une femme sur 10 a des douleurs de règles, qui sont, à cause de l'endométriose et le problème majeur reste le diagnostic de cette pathologie, puisqu'aujourd'hui, on est encore à 7 ans en moyenne de diagnostic. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, depuis toujours, on a dit, ben, que les femmes, quand elles avaient leurs règles, bah, c'était normal qu'elles aient leurs règles. Alors qu'en fait, ça a absolument rien de normal et ce qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui, c'est pourquoi certaines femmes ont de l'endométriose et pourquoi d'autres n'en ont pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'on a nos règles, l'utérus se contracte pour évacuer l'endomètre, donc cette petite pellicule à l'intérieur de l'utérus, et c'est ça qui fait les saignements des règles. Donc en se contractant, l'utérus, il évacue normalement le sang vers le bas, mais il peut aussi faire refluer un peu de sang dans les trompes. Et ce sang vient tomber dans la cavité abdominale. Et on va dire qu'une patiente qui n'a pas de douleur, eh bien, son système immunitaire va arriver à nettoyer ces lésions, à nettoyer ce sang, sans aucun problème. Et puis, donc, chez 10 des femmes, eh bien, ce sang va rester là, ça va créer des lésions, et ces lésions, elles vont répondre
tous les mois aux hormones et donc recréer tous les mois au moment des règles de l'inflammation. Et c'est ça qui crée les douleurs que les femmes ressentent pendant les règles, c'est cette inflammation à cause de ces lésions d'endométriose. Et le problème, c'est que ces lésions d'endométriose, elles font de l'inflammation certes, mais il peut y avoir d'autres problématiques puisque la lésion peut infiltrer le système digestif, le système urinaire, le système nerveux et donc créer un certain nombre de douleurs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette pathologie, c'est parce que on a des règles et chez certaines femmes, on n'arrive pas à évacuer le sang qui rentre dans la cavité abdominale. D'accord. Et du coup, pour qu'on comprenne bien, ce DU, donc ce diplôme universitaire, spécifique à l'endométriose, c'est ouvert aux sages-femmes et aux médecins. C'est donc un parcours, sur, 1 année universitaire, pour compléter, en fait, sa formation initiale? Alors, tu es très gentille quand tu dis compléter. Parce Ouais, que le truc complètement aberrant, c'est que ça a été mis au programme des études médicales en 2020, c'est-à-dire hier. d'accord. Donc, heureusement que ce DU a été créé, puisque 2020, tu imagines le nombre de professionnels de santé qui voient des femmes qui ont des douleurs, qui ne sont absolument pas formés au dépistage de cette pathologie. Donc, effectivement, ce diplôme est ouvert aux médecins, aux sages-femmes, puisque les sages-femmes sont des praticiens de premier recours dans le diagnostic de l'endométriose et dans les traitements de première intention, puisque ce sont des traitements qu'on peut prescrire. Et en fait, on a besoin de monde. Donc il faut que les médecins, il faut que les sages-femmes se mettent, à ces connaissances parce que, on va le voir peut-être un petit peu après, le diagnostic se fait quasiment sur l'interrogatoire. On n'a presque pas besoin d'examens complémentaires pour pouvoir dire: «Bah, madame, oui, c'est certainement une endométriose». D'accord. Et justement, à quel moment, de la prise en charge une, sage-femme est susceptible justement d'intervenir auprès de la patiente? Alors en première intention, j'ai envie de te dire, puisque nous les sages-femmes aujourd'hui, on fait du suivi gynécologique de la très jeune femme à la femme, de, 70, 80, 90 ans. Donc notre but, c'est que quand on rencontre une personne, dans notre interrogatoire, on doit poser certaines questions sur les règles, notamment à quel âge elles sont arrivées, est-ce qu'elles sont douloureuses? Oui, non. Si elles sont douloureuses comment? Combien de temps? Comment ça saigne? Et puis s'il y a des signes associés. Donc quand à partir du moment où on rencontre une femme, on doit lui poser ces premières questions-là et en fonction de notre discours, enfin de ses réponses pardon, eh bien, elle va pouvoir, on va pouvoir lui poser d'autres questions qui vont nous amener à penser très fortement à de l'endométriose et si c'est le cas, eh bien, on va pouvoir lui prescrire une contraception œstroprogestative en première intention, s'il y a pas de facteur, contre-indiquant et si la patiente est d'accord et si cette patiente n'a plus de douleur sous contraceptif, eh bien, on a des chances d'avoir fait le diagnostic d'endométriose. Donc c'est vraiment une pathologie que nous, les sages-femmes, on peut dépister et prendre en charge. D'accord. Vous intervenez finalement pour faire le diagnostic, Oui, et pour, initier un traitement quoi et avoir le exactement. suivi du coup de traitement, Alors tout à fait, on va pouvoir revoir la femme, vérifier que ce qu'on a mis en place fonctionne et puis après, c'est entendable que la femme ait envie de faire une IRM ou une échographie en fonction de ce qui est possible pour elle, pour valider. Mais le problème, c'est que parfois, on retrouve pas de lésions dans ces examens. Donc en fait, on va leur dire: «Bah non, c'est pas de l'endométriose». Mais en fait, quelque part, endométriose ou pas endométriose, on s'en fiche. À partir du moment où la femme n'a plus mal, ben, à l'instant T, ça change rien. On verra qu'après, ça change des choses au moment où elle va désirer une grossesse, si à un moment elle en désire une. Mais à l'instant T, notre objectif premier, c'est que les femmes ne doivent pas avoir de douleur pendant leurs règles. d'accord et donc du coup une sage-femme peut proposer, un suivi, régulier, aux patientes, pour pouvoir surveiller aussi, les effets secondaires, l'évolution de la pathologie quoi? Exactement, exactement. Mais de toute manière, la sage-femme travaille main dans la main avec une équipe de gynécos. Elle a souvent dans son réseau des gynécos référents pour pouvoir, envoyer si jamais elle a besoin d'informations. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une sage-femme qui passerait par le DU d'endométriose, elle en sait plus
qu'un paquet de médecins. Je sais pas du tout pour critiquer, hein, c'est juste Mmh. qu'ils ont pas eu la formation. Mais maintenant, dans tous les congrès de sages-femmes, dans tous les congrès de médecins, on parle enfin, quand on aborde la gynéco, on a toujours des interventions sur l'endométriose. Il y a un congrès dédié à l'endométriose à Paris tous les ans. Donc si on veut se former, il y a vraiment des possibilités. D'accord. Et du coup, pour prendre rendez-vous avec une sage-femme, on peut, spontanément, de notre propre chef, prendre un rendez-vous avec une sage-femme pour une consultation? Ou il faut passer par son médecin traitant, son gynécologue ou? Alors non, les sages-femmes sont des praticiens de première intention, donc comme un médecin, tu peux, si tu veux avoir, un suivi gynéco, si tu veux, un suivi de grossesse, si tu veux venir poser des questions, si tu as une jeune fille et que tu as envie qu'elle ait une première rencontre avec un professionnel, eh bien, il suffit d'aller, sur, internet et puis de trouver la sage-femme la plus près de chez toi. La sage-femme la plus près de chez toi n'aura pas forcément toutes les compétences pour ce que tu lui demanderas, mais elle sera capable de t'orienter vers quelqu'un qui a ces compétences si jamais elle, elle peut pas le faire. C'est vraiment le but du travail en réseau. Et donc c'est une prise en charge aussi par la sécu, par la CPAM, au même titre qu'une consultation chez un médecin, sont des remboursements, sur le même fonctionnement? Tout à fait. Les actes de la sage-femme sont pris en charge. Alors, pendant la grossesse, tu as une grande partie qui est en 100 sécu, mais le reste du temps, tu as généralement 70 sécu, 30 mutuelle. Une consultation classique chez une sage-femme, c'est 25 € avec 70 pris en charge par la sécu. D'accord. Et justement, tu parlais de potentielle grossesse, potentiel désir de grossesse. Je voulais faire un petit peu le point avec toi justement, sur la grossesse, et l'endométriose. Est-ce que ça les problématiques associées? Comment préparer, heu, une grossesse, du coup, avant même d'essayer? Est-ce qu'il y a des choses à prévoir, des choses à penser, et à initier? Alors, la première information qui me semble être importante, c'est de savoir que quand on prend toutes les femmes qui sont dans des parcours d'aide à la procréation médicalement assistée, il n'y a que 30 de ces femmes qui souffrent d'endométriose. Donc ça veut dire que sur les 1 sur 10 femmes, qu'on a dit au démarrage qui ont de l'endo, eh ben, il y en a plein qui vont avoir aucun problème pour tomber enceinte. Donc il faut vraiment faire attention à cet amalgame entre endométriose et infertilité. C'est pas du tout le cas. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, chez une femme qui a de l'endométriose, si on peut préparer la grossesse, beh, c'est idéal. Pourquoi? La première chose, c'est que si on a mis en place une contraception œstroprogestative, il y a donc plus de saignement, on va réussir à réduire l'inflammation à l'intérieur de l'abdomen et de l'utérus. Donc on va favoriser les conditions pour une nidation une fois que l'ovule va être fécondé. Donc ça veut dire qu'une femme qui a de l'endométriose, qui est sous contraceptif, on va lui dire: «Ben voilà, on va s'arrêter à ce moment-là, on va vous laisser 3 à 6 mois de rapports réguliers». Donc ça veut dire qu'on lui explique comment fonctionnent ces cycles. On lui explique qu'un cycle en théorie c'est 28 jours, qu'à 14 jours avant les règles, il y a l'ovulation. Donc ça veut dire que c'est le moment où il faut avoir des rapports avec pénétration ou l'utilisation, à la seringue s'il y a pas de rapport possible. Donc ça, c'est important de bien expliquer à la femme à quel moment il faut qu'elle ait des rapports. Après le reste du temps, elle fait ce qu'elle veut, mais au moins pour être pertinent. Et la deuxième chose, c'est que, si cette femme est en couple, hétérosexuel, on pourra aussi faire un spermogramme au partenaire pour s'assurer que, de son côté, tout va bien et qu'on laisse pas dans la nature un couple où lui aurait, une oligo ou azoospermie, donc des problèmes de spermatozoïdes et la femme, elle va se prendre 6 mois dans la vue et alors que le monsieur, il a des problèmes de fertilité. Donc c'est des patientes qui passeront directement dans des parcours de procréation médicalement assistée. Donc la femme lambda, on explique, voilà, on lui explique bien à quel moment faut qu'il y ait des rapports, on fait attention, on essaye de faire un spermogramme à son partenaire et on va lui laisser 6 mois de rapports réguliers. En fonction de l'âge, bien sûr. Et puis, une fois qu'on a passé ces 6 mois, et bien, si ça ne marche pas naturellement, on va assez rapidement l'intégrer dans des programmes de procréation médicalement assistée. Ouais, Et donc après pardon? c'est quand même intéressant d'être, suivie,
par un professionnel de santé pour pouvoir être accompagné, soutenu et bien informé pour, maximiser, d'un côté ses chances, Mmh. de tomber enceinte et rapidement pour éviter, du coup d'être, finalement sans traitement, et du coup de subir de moins de périodes de douleurs, menstruelles, avant de tomber enceinte, quoi. Mais évidemment, c'est l'objectif numéro un. Et quand on dit l'arrêt de la contraception, on dit aussi l'accompagnement avec d'autres choses. On va vérifier qu'on va pouvoir mettre un régime anti-inflammatoire, on va pouvoir, voir avec elle si elle veut être avec un accompagnement, homéopathique, naturopathique, mettre en place un dispositif de TENS pour la douleur, d'ostéopathie, enfin voilà, on va vraiment, pas arrêter la contraception et dire: «Ciao, on se revoit quand vous êtes enceinte». Pas du tout. On va vraiment lui proposer d'autres alternatives, qu'il faut connaître pour que ça soit une période qui soit le moins compliquée possible pour elle. Et du coup, pendant la grossesse, est-ce que ces patientes, atteintes d'endométriose ont un suivi, plus spécifique, plus particulier par rapport à une femme lambda? Et comment évoluent les douleurs pendant la grossesse? Alors, le suivi, il est classique. Il y a Il y a pas beaucoup plus de risques, quand on est enceinte avec de l'endométriose. Les douleurs, elles peuvent être, un peu ressenties, surtout chez des patients qui auraient des lésions entre la paroi de l'utérus et du rectum, ou la paroi de l'utérus et de la vessie, puisque l'utérus, comme il va grossir, bah, en fait, il va un peu emmener cette lésion, donc là où c'était collé, bah, ça va se décoller, donc ça peut être un peu inconfortable ou voire douloureux. Donc il va vraiment falloir accompagner cette femme, notamment en ostéopathie. Mais sinon, il y a pas spécialement plus de risques pendant la grossesse. Et en postpartum, après l'accouchement, comment, peut évoluer Alors, la en maladie? postpartum ben, en fait, il y a 2 possibilités. Déjà, c'est la femme qui va allaiter au sein ou la femme qui allaite au biberon. Donc, par exemple, donc si on prend l'exemple de la femme qui va allaiter au biberon, la femme qui allait au biberon, elle va avoir un retour de couche, dans 6 8 semaines, et on va pouvoir lui donner une contraception quasiment dès, la sortie de maternité et peut-être même en continu pour essayer d'éviter le plus possible, la reprise des cycles. Ça, c'est une option. Donc ça sera une contraception qui sera progestative, donc avec un risque de petit spotting, des petits saignements un peu tout le temps. Donc ça, c'est bon, pas idéal, mais en postpartum, on ne peut pas donner autre chose. Et on va, au bout de 6 mois, voir si on peut lui repasser sur une contraception œstroprogestative dans le but de limiter un maximum les saignements. Une patiente qui allaiterait au sein, eh bien, normalement, si vous allaitez au sein complètement exclusivement, s'il y a pas de tétine à côté et cetera, il y a pas de retour de couche tant que vous êtes sur un allaitement exclusif. Donc ça veut dire qu'il faudra accompagner cette femme et puis si jamais à un moment donné, ben, il y a moins d'allaitement, notamment, quand il va y avoir la diversification, eh bien, il va falloir voir avec elle, eh ben, qu'est-ce qu'elle préfère faire? Est-ce qu'on remet une contraception progestative qui est compatible avec l'allaitement? Est-ce qu'elle est OK d'avoir quelques cycles? Ou est-ce qu'on arrête tout et à ce moment-là, on repasse sur une contraception œstroprogestative si c'est possible pour elle? Et du coup, on peut penser que les douleurs, reviendront progressivement, après le retour de couche, hein, du coup sans C'est probable. traitement, quoi? C'est probable, ça dépend des femmes. Il y en a qui décrivent, des douleurs assez rapidement, après l'accouchement. De manière générale, c'est une période où on doit vraiment tenir compte encore plus des douleurs décrites par la femme parce que, il y a eu une épreuve physique importante, il y a un chamboulement émotionnel et psychologique qui est important aussi. Retrouver ces douleurs d'endométriose, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment, vraiment suivre ces femmes, mais de manière générale, il faut suivre les femmes en postpartum, mais encore plus ces femmes, qui ont de l'endométriose. Très bien. Donc du coup, tu as parlé de, contraception, donc du coup pour, gérer les douleurs, pour, éviter finalement enfin pour donner ce qu'on appelle des aménorrhées pour que les femmes n'aient pas de règles et donc de douleurs de règles. Est-ce que, tu peux nous proposer éventuellement d'autres alternatives ou, complémentaires ou pas pour les femmes qui, ne souhaiteraient pas prendre de contraceptifs ou éventuellement d'ailleurs de chirurgie? Alors, déjà, ce qu'il faut bien entendre, c'est que la première option,
C'est effectivement soit une contraception œstroprogestative en continu, soit un stérilet, fortement dosé à 52 milligrammes de lénovorgestrel. Donc ça, c'est les 2 premières choses qu'on doit absolument proposer à la patiente. Si elle a pas de contre-indication, on va quand même essayer vraiment de l'inciter à pouvoir prendre ce type de contraception, pas dans le but contraceptif, mais dans le but de ne plus avoir de douleur. Ça veut dire qu'une très jeune fille de 13-14 ans, il faut pas avoir peur de lui prescrire une contraception parce que c'est pas pour, elle va pas forcément avoir des rapports avec un partenaire, un ou une partenaire. On va prendre ça pour qu'elle n'ait plus de règles et donc qu'elle ne souffre plus. Ça, c'est effectivement la première option et puis après on déclinera tout type d'autres contraceptions si jamais ça fonctionne pas avec ça. La deuxième possibilité, c'est effectivement la femme qui, bah, ne voudra pas de contraception et ça, il faut pouvoir l'entendre, c'est important. Donc ça, il va falloir sortir tout notre arsenal thérapeutique, tout notre réseau. Donc bien évidemment qu'en plein centre-ville de Lyon, c'est hyper facile. Heu, en Creuse profonde, c'est peut-être pas aussi facile. Donc les alternatives, c'est la prise en charge en, naturopathie, en diététique, donc pour mettre en place des régimes anti-inflammatoires. On va pouvoir faire appel à tout ce qui est acupuncture, homéopathie sur des prises en charge vraiment globales. L'ostéopathie a sa place, que ça soit de l'ostéopathie, externe comme de l'ostéopathie interne, ce que j'ai la chance de pouvoir pratiquer. Et puis, il y a des compléments alimentaires. Il y a notamment un produit qui s'appelle Nutriendo qui fonctionne bien. C'est un produit qui est certes un peu cher, mais qui va vraiment permettre de réduire les douleurs, au quotidien de la femme qui ne voudrait pas de contraceptif. Et puis, il y a toute la gamme des antidouleurs. Donc on va vraiment pouvoir faire appel à un centre de la douleur, donc c'est sûr que c'est plus dans les grandes villes et dans ces centres de la douleur, on va mettre en place des protocoles avec des médicaments, donc si la femme est d'accord de prendre un protocole médicamenteux et ou l'utilisation de TENS. Le TENS, c'est un dispositif qui envoie un courant antalgique, et ces femmes vont avoir ça à leur disposition. Elles vont pouvoir s'en servir dès que la douleur commence à s'installer. Donc ce que je vous cite là n'est absolument pas exhaustif. Il y a des femmes qui vont faire plein d'autres prises en charge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une femme qui vous dit: «Je ne veux pas de contraception», eh bien, on l'accompagne dans le fait qu'elle ne veuille pas de contraception et on n'a pas notre mot à dire, c'est la patiente qui choisit. Et ensuite viendra éventuellement la chirurgie. La chirurgie, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de dernier recours ou avec des symptômes importants. Et ça va être passé dans des réunions de concertation pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas, moi Camille Tallet ou moi monsieur professeur à l'hôpital à dire: «Je vais vous opérer». Non, c'est on se réunit, on dit: «Bah, voilà la patiente, voilà ce qu'elle a comme symptômes, voilà ce qu'elle a dans ses imageries, est-ce qu'on opère ou pas?» Parce que on sait que si on opère juste avant un désir de grossesse, on a 80 de chances de grossesse derrière, spontanée ou avec une aide. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à réserver, si on peut, la chirurgie juste avant une éventuelle grossesse. Et on essaie d'opérer une femme qu'une seule fois. Donc ça veut dire que si on va faire une cœlioscopie, on va vérifier s'il y a des lésions, mais on va surtout enlever toutes les lésions. Parce qu'on va pouvoir l'opérer qu'une seule fois dans sa vie. C'est pas on pourrait l'opérer plusieurs fois. Alors moi, je ne suis absolument pas chirurgienne, donc Mmh. c'est pas moi qui peut juger ça. Mais de ce qu'on nous a enseigné, c'était que, heu, on doit, quand on fait une chirurgie, faire une chirurgie la plus exhaustive possible. C'est-à-dire enlever le plus de lésions possible, sans que ça soit délétère pour la patiente. Donc, il faut faire, si c'est possible qu'une seule chirurgie, la faire au bon moment et à chaque fois qu'on revient, ben, il y a plus d'endroits qui sont collés, les chirurgies sont plus difficiles et il faut bien comprendre que l'endométriose, c'est une pathologie de la femme jeune. Donc ça veut dire que si déjà à 30 ans, vous avez été opérée 1 ou 2 ou 3 fois et il vous reste encore un paquet d'années avec des potentiels risques d'opération. Donc Mmh. c'est vraiment la politique, du moment. Après ça peut être amené à évoluer, mais en tout cas moi ce qu'on m'a enseigné ces dernières années, c'était ça. C'était que la politique de chirurgie était très restrictive.
Et quand tu nous disais du coup, la contraception pour des très jeunes filles de 13-14 ans, Mmh. est-ce qu'il y a un intérêt justement de le fait que ce soit diagnostiqué très tôt et que du coup, si elles le souhaitent, prendre une contraception très tôt, ça limite du coup, les lésions, très tôt et du coup la qualité de vie, derrière va être améliorée, du fait du contrôle des symptômes? Alors, c'est un débat, ce que tu soulèves là, parce que, la Haute Autorité de Santé en 2017 a dit que, l'endométriose, c'était pas évolutif. En gros, tu as tes lésions et puis tes lésions, elles vont, créer de l'inflammation, mais elles vont pas se répandre de plus en plus. D'accord? Avant, on avait vraiment cette idée d'un truc qui pouvait évoluer à de stade 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, on décrit plus l'endométriose comme ça. Donc une femme, à partir du moment où elle a ses lésions, en théorie, ça va pas se majorer. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on fait une chirurgie, si on arrive à mettre une patiente en aménorrhée derrière, normalement, elle va plus avoir de lésions. Mais donc ça veut dire que normalement, c'est pas censé revenir, mais il y a toujours des exceptions. Donc ça veut dire qu'une jeune fille qui a des douleurs, les douleurs d'endométriose, elles arrivent pas forcément au premier cycle. Tu comprends qu'il faut d'abord qu'il y ait du reflux un petit peu pour que, ces lésions se mettent en place. Donc effectivement, la jeune fille qui aurait, ses 1 règles à 9-10 ans, parce qu'aujourd'hui on peut avoir ses règles assez tôt, bah 13-14 ans commence à dire, «Bah, je peux plus aller à l'école, j'ai hyper mal, quand je vais à la selle, j'ai super mal quand je fais pipi». Enfin bon, elle a des douleurs pas possibles qui sont, pendant toutes ses règles, voire même quelques jours après, enfin voilà, où elle vit un enfer. Il faut comprendre que vivre un enfer 5 ou 6 jours par mois, tous les mois, ça a des conséquences. C'est vraiment ce qu'on appelle de la douleur chronique et ça va notamment avoir comme conséquence de créer un syndrome douloureux pelvien chronique. Donc en fait, elle a tout le temps mal dans son bassin, dans son pelvis, à force d'avoir eu mal tous les mois. Donc évidemment que si on peut, mettre en place un traitement, anti-règles le plus tôt possible, bah forcément qu'elle va être beaucoup plus confortable et qu'on va améliorer sa qualité de vie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, on n'a que cette contraception dans notre arsenal thérapeutique souvent ça fait peur cette histoire de contraception. Donc on préfère, mettre un peu des antalgiques, puis on verra ou mettre des fois, on voit ça, des patientes qui ont la pilule mais pas en continu. Mais c'est aberrant. Une fois qu'on a une contraception, autant la mettre, l'utiliser vraiment. On veut que ça ne saigne pas. Ou alors ces femmes qui vous disent, «Bah oui, bah on m'a filé, du Doliprane». Ah non, mais Doliprane, pour les douleurs d'endométriose, c'est rien du tout, quoi. C'est un protocole de antidouleur hyper poussé, super cadré qu'il faut mettre en place et ce chez les effectivement, chez des femmes, des jeunes femmes, puisqu'on va effectivement améliorer leur qualité de vie, et puis, aussi hem, capacité à se dire: «Bah, un jour j'arrêterai ma pilule, pour pouvoir avoir un enfant». Parce que sinon, quand vous avez vécu l'enfer tout le temps, ben, vous avez plus envie d'arrêter, quoi. OK. Pour terminer, chez Mapato, on aime beaucoup de parler, d'expérience patient réussie et je voulais savoir selon toi, quelles sont, les clés pour qu'une patiente, soit satisfaite de son expérience avec son soignant? Alors, concernant l'endométriose, ce qu'il faut bien se dire, c'est que souvent, voire tout le temps, les patientes en savent plus que vous. Et parce que il y a énormément de choses qui se disent, qui sont écrites par des gens très compétents. Il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des associations. Donc en fait, elles arrivent, elles savent déjà ce qu'elles veulent, globalement. Donc nous, en tant que professionnels de santé, je pense que c'est important de reposer bien les questions, de refaire un bon diagnostic, de reprendre le parcours de la patiente et puis de lui demander: «Bah, vous, aujourd'hui, vous avez envie de quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous?» Et on discute de ce qu'elle va nous proposer parce que souvent elle a déjà une très bonne idée de ce qu'elle veut et puis, on va pouvoir potentiellement lui proposer peut-être, des choses qu'on pourrait juger, mieux adaptées. Mais à partir du moment où c'est la patiente qui va décider de son traitement, elle va être bien plus observante et on a besoin qu'elle soit observante dans son traitement, cette patiente. Ça veut dire que celle qui arrive en disant: «Je veux une pilule pour ne plus avoir de règles»,
pas de problème madame, allons-y, on va sur la pilule pour plus avoir de règles, mais il faut que cette pilule vous convienne. Et puis celle qui dit: «Bah, moi je ne veux surtout pas d'hormones», OK, pas de problème. Donc est-ce que vous êtes OK d'aller prendre un complément alimentaire, de mettre votre machine de TENS, d'avoir des antidouleurs et puis de venir faire une séance en acupuncture, en homéopathie, en ostéopathie? Oui, ça me va. Eh bah, très bien, partons là-dessus. Il y a ce que nous, on nous enseigne en médicaments et puis il y a ce que la patiente veut et ça, c'est vraiment important de pouvoir laisser la patiente faire le choix, à partir du moment où on estime que c'est un choix qui est correct ou en tout cas, on va laisser un petit peu de temps à ce choix si ça met pas en péril, la santé, de la patiente. Ouais, donc de vraiment, que la patiente soit au cœur de sa prise en charge et Mais soit, oui et encore plus sur l'endométriose mmh. parce que je vous dis, les patientes, elles en savent plus que vous. Mmh. C'est tous les jours que moi j'ai des patientes qui arrivent en me disant: «Et ça, vous connaissez?» «Non, qu'est-ce que c'est que ça?» Et je découvre des professionnels, des corps de métier, des trucs, enfin, bah, tant mieux, tant mieux. Enfin, à partir du moment où ça peut, leur faire du bien. Le seul hic, c'est que cette pathologie, elle coûte cher, en fait. À partir du moment où on veut pas une contraception et encore, certaines contraceptions ne sont pas remboursées. En fait, tous ces trucs alternatifs, toutes ces médecines intégratives, elles coûtent cher à la patiente. Mmh mh. Donc que les pouvoirs publics, sous couvert de campagne présidentielle, s'en servent, ben, c'est peut-être bien parce que peut-être que ça fera bouger les choses pour que les femmes, elles soient mieux prises en charge dans leur pathologie. Et justement, quelles sont pour toi les perspectives justement envisagées, sur quel point, il faut appuyer pour, améliorer la prise en charge de ces patientes atteintes d'endométriose? Alors ce que je trouve très bien qui a été créé depuis quelques années là, 2019 si je ne dis pas de bêtises, c'est des filières de soins. Il se crée des filières de soins, alors notamment, nous chez Lyon, chez moi à Lyon, il y a une filière qui s'appelle Andora, mais il en existe aussi en Île-de-France, par exemple. Donc c'est, des lieux où en fait, vous avez tout sur le même lieu, que ça soit, la sage-femme, le gynéco, le radiologue, mais aussi toutes les autres prises en charge, yoga, art-thérapie, naturo, enfin bon, j'en passe et des meilleurs, bien sûr. Donc ça, je trouve que c'est intéressant que la femme soit prise dans sa globalité. Ça, c'est un bon point. La deuxième chose, je pense que c'est qu'il faut qu'on améliore nos contraceptifs parce que, la contraception, c'est quand même un médicament, qui est, pas très bien étudié par rapport à tous les autres médicaments qui sont mis sur le marché, et qu'on pourrait, certainement améliorer, mais c'est ce que font les laboratoires, hein, notamment avec les dernières molécules du type Dienogest qui ont sorti des contraceptions qui sont vraiment spécifiques pour l'endométriose. Et puis après, l'énorme point, c'est la formation des professionnels de santé. Mmh. Ça ne doit plus exister quelqu'un qui vous dit: «Vous avez mal pendant vos règles, c'est normal madame, vous êtes une femme, ou vous avez un utérus, ça souffrez quoi». Mmh. Mmh. Donc il faut absolument que nous, en tant que professionnels, c'est pas difficile de faire un interrogatoire, il faut savoir poser les bonnes questions, mais ça nécessite effectivement une petite formation. Très bien. Eh ben, écoute, Camille, cet épisode prend fin. Je te remercie beaucoup, du coup, de cet épisode. C'était très intéressant. Un grand merci à toi. Et puis écoute, on se retrouve, plus tard, peut-être, pour d'autres épisodes, pourquoi pas pour, appuyer sur, d'autres points. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir donné la voix, aux sages-femmes, aux ostéopathes qui font partie effectivement de la prise en charge aujourd'hui, de ces femmes. Avec plaisir, Camille. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store ou Play Store. C'est pratique, rapide et gratuit, alors vous n'avez plus qu'à foncer. Vous pourrez y retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique comme l'endométriose. Partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie. Pour
Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.